Le rendez-vous tech vous est présenté grâce à Patreon, donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de soutenir Patrick, son entreprise et votre émission préférée sur Patreon. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Nous sommes en février 2017 et c'est l'épisode 232 et ce n'est pas Patrick que vous entendez. Patrick n'a pas changé de voix. C'est Jérôme qui va vous présenter ce rendez-vous tech. Patrick est en train de changer des couches ou de nettoyer du vomi sur les murs ou en tout cas faire tout ce qu'un jeune papa est en train de faire. On en profite et je pense que tous ceux qui nous écoutent se joignent à moi pour féliciter les heureux parents de cette merveilleuse arrivée. Une nouvelle recrue pour le podcast, on le saura dans quelques années, ou alors il sera complètement dégoûté à force de voir son père constamment en train de parler dans un micro. Nous verrons ça. Et j'ai pour présenter l'émission avec moi le fameux Ulrich Rosier. Donc tu es... On dit CEO pour faire à l'anglaise de Humanoid. Humanoid, c'est Frandroid, c'est aussi Numérama. Qu'est-ce que c'est d'autre aussi Humanoid? Ouais, donc on a pris le contrôle du podcast. Ouais. C'est nous et il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc effectivement, en fait, on a deux métiers. On est à la fois éditeur de médias, c'est notre métier historique. Donc on crée du contenu et on le diffuse, du contenu de qualité à des lecteurs de qualité. Donc à travers Frandroid, très axé tech, qui est plutôt un facilitateur d'achat, un conseiller d'achat. En fait, l'idée c'est qu'on teste du matériel et on le conseille lorsque le matériel est bon. Donc ça va du smartphone à n'importe quoi et on s'intéresse à tous les sujets tech. Numérama, pour le coup, c'est plutôt un média qui va... il y a du tam-tam chez toi. Ouais, le chat, c'est assis sur le clavier. Pas mal. Oui, c'est un grand classique, ça. Et du coup, à Numérama, l'objectif est plutôt d'essayer de comprendre l'impact du numérique sur la société, mais pas simplement pas seulement de la tech, en fait, mais aussi des sciences, de la politique, de l'économie, de la pop culture. Dans la pop culture, du coup, on s'intéresse aux jeux vidéo, aux séries, aux mangas, à la littérature, enfin... L'idée, c'est que normalement, en tant que technophile, tous les sujets qu'on retrouve sur Numérama sont intéressants. Écoute, voilà. Non, mais c'est pas pour te passer la soupe ou te brosser le poil. Moi, je sais que je lis pas mal Numérama. J'aime bien parce que vous n'êtes pas non plus forcément à vouloir sortir l'article tout de suite quand ça arrive. Vous avez fait aussi des dossiers et on retrouve pas forcément dans le sommaire de Numérama, je dirais la longue timeline des news qui maintenant finalement qu'on retrouve sur Twitter. Donc c'est bien d'avoir pris ce parti-là. C'est l'objectif, c'est double stratégie sur Numérama, c'est à la fois d'avoir des articles avec une analyse qui va être différente de ce qu'on trouve ailleurs. Puis derrière, on met beaucoup d'énergie dans des longs formats, des reportages, etc. qu'on va trouver nulle part. Donc ça peut être des choses très pratiques, comme la semaine dernière, on a publié un dossier sur comment déclarer ses plus-values en crypto-monnaie. Et à l'inverse, par exemple, aujourd'hui, vous allez avoir un édito, enfin c'est plutôt une chronique de la part de 2020 qui va être publiée. Ah, sympa. C'est une première, donc là normalement, elle sera déjà publiée lorsque vous écouterez ce. Voilà, on précise, le Numérama ne finance pas le rendez-vous tech, notre disclosure. Non, mais c'est à l'inverse aussi, le rendez-vous tech ne finance pas Numérama, mais non, c'est vrai. C'est vrai. Patrick n'est pas généreux. Ouais. On l'apprécie beaucoup les deux médias pour différentes raisons. Enfin, moi, c'est toujours un plaisir d'écouter le rendez-vous tech depuis des années, et l'objectif de Numérama, c'est simplement que ce soit un plaisir de le lire. Si on n'a pas un plaisir de lire un contenu sur Numérama, c'est qu'on a raté quelque chose qui cloche, quoi. Voilà, ça va. Si vous lisez pas Numérama, ça va pas dans votre vie, quoi.
Et pour répondre rapidement à ta question générale, initiale, on va dire, à côté de ça, en fait, on finance nos médias nous-mêmes par différentes façons. Et une des façons de financer le média, c'est une entité qu'on a créée il y a 2 ans qui s'appelle Humanit Content. Et en fait, on crée du contenu pour des marques. Donc, c'est ce qu'on peut appeler du contenu de marque, du brand content. Ouais. Et on le fait déjà d'une façon la plus éthique possible, sachant que tous nos journalistes ne travaillent pas sur ces opérations. Donc, c'est une équipe qui est dédiée. Et on essaye de le faire avec les mêmes critères de qualité. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous permet peut-être des fois nous différencier par rapport à d'autres personnes. On fait en sorte que ça soit bien fait pour que l'objectif final soit toujours que le lecteur s'y retrouve et qu'il trouve à la fois qu'il se sente pas trompé, que l'article il est lu parce qu'il est intéressant. D'accord. Voilà. C'est un peu de modèle The Verge, etc. Ces sites qui se sont montés aussi et qui c'est un des piliers de financement, c'est de produire du contenu aussi pour les marques avec des équipes indépendantes. Mais c'est intéressant pour nous fans de tech de comprendre comment fonctionne aussi le monde des blogs et titres de presse qu'on lit autour du sujet. C'est intéressant. Ça me donne une idée de sujet qu'il faudra faire avec toi. Ouais, ça peut être intéressant. Et contrairement à ce qu'on dit, le modèle est loin d'être si fragile que ça lorsqu'on l'exécute comme il faut. On arrive vraiment à diversifier les revenus et les sources d'audience pour être beaucoup plus solide. Ça, on pourra en parler. Ouais, de toute façon, c'est un peu le secret d'Internet. Hein. Il faut multiplier les robinets. Hein. Ceux qui sont fragiles, c'est ceux qui ont une seule source. Et ne jamais oublier ces valeurs qui sont de base. Très importantes. C'est core value. Bon. Je vous propose qu'on commence tout de suite le rendez-vous tech. On va avoir 2 gros dossiers. Alors pour ceux qui me connaissent, ils vont sourire puisque on va parler de bourse, on va parler du marché. C'était les résultats effectivement T4 pour pas mal de grosses sociétés. On va s'attarder sur 4 sociétés des résultats. Mais voilà, pour vous donner un autre prisme sur la tech, tech et finance, on va dire. On parlera ensuite d'une histoire qui s'est passée. C'était la semaine dernière, je crois, autour de Strava, l'application pour les coureurs, et qui a fait trembler pas mal d'armées à travers le monde. On vous expliquera un petit peu pourquoi. Ça sera un peu nos 2 gros dossiers, et puis ensuite on aura les news et rumeurs, donc un défilé de news, et Ulrich réagira avec moi. On va commencer tout de suite, effectivement, on va parler des résultats trimestriels, on va essayer de rendre ça fun, hein, et pas le truc de la bourse au journal de 20h que tout le monde zappe. On va parler effectivement, on va commencer par Amazon. Amazon qui a gagné tous ses paris avec insolence. C'est le titre d'ailleurs de l'article de Numérama. Amazon, c'est une histoire très intéressante parce que il ne faut pas oublier, moi je les suis depuis très longtemps, et là je fais un disclaimer, j'ai quelques actions Amazon, donc je vous le dis, donc je les suis depuis très très longtemps. Moi j'ai acheté des actions en 2009 chez Amazon, et ils étaient les mal-aimés de la bourse, mais vraiment mal-aimés, hein. Ils ont été ravagés. Ils ont toujours été les mal-aimés, non? Ah oui, et puis c'était considéré comme un titre toxique. Je crois qu'ils distribuent très très peu de Alors voilà, c'est que Jeff Bezos, et quelque part il a réussi un tour de force, et il y arrive cette année, c'est qu'il a fait plier la bourse à sa façon de faire. Normalement, comment fonctionne la bourse avec une entreprise tech? C'est que dès que vous faites du bénéfice et tout ça, la bourse veut que vous les reversiez en dividendes, qu'à la limite vous achetiez quelques sociétés, mais pas trop quand même non plus, vous réinvestissiez, que vous achetiez vos titres, et pour leur plaire à eux. Et puis il faut des croissances à 2 chiffres, il faut beaucoup de profits, ce genre de choses. Jeff Bezos, dès le début, et c'est très marrant, dès 97, il a dit: moi je fonctionnerai pas comme ça. L'argent qu'on gagne, je vais le réinvestir massivement. On est dans une course de conquête. Je vais racheter des boîtes, je vais investir en recherche et développement, et vous ne toucherez pas un copec en dividende avant très très longtemps. Et soit vous me suivez, soit vous me suivez pas. Il a été, et du coup la bourse l'a détesté et trouvait qu'il dépensait beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'il gagnait.
qu'il mettait l'entreprise en péril. Moi, j'entendais, moi qui ai travaillé dans le milieu du retail, le colosse au pied d'argile, c'est Amazon, ça va s'effondrer, il dépense beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'il gagne. Et ben, cette année, ça fait déjà 1 an que ça dure, un peu plus d'1 an, cochon qui s'en dédie, c'est plutôt le contraire, puisque Amazon a plutôt bat un peu tous les records, et la plupart, ils se sont plantés comme toutes les entreprises sur certains secteurs, mais ils ont des secteurs qui marchent hyper bien. Ils ont donc dépassé un record, 2 milliards de dollars de bénéfices trimestriels. Ça peut paraître peu, 2 milliards de bénéfices, mais pour une entreprise dans le retail, c'est beaucoup. Quand on va comparer à Apple tout à l'heure, ça vous paraîtra peut-être peu, mais c'est quand même énorme. Le chiffre d'affaires, par contre, est impressionnant. C'est 60,45 milliards de dollars sur un trimestre. C'est des entreprises quelque part comme le monde n'en a jamais connu, avec des chiffres d'affaires pareils. Et ce chiffre d'affaires repose sur pas mal de choses. Bien évidemment, les services internet qui cartonnent chez Amazon, mais aussi, c'est peut-être plus surprenant et j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus. Echo, Alexa se vend extrêmement bien, est en position dominante sur le marché des assistants intelligents, marché émergent mais qui a l'air de prendre assez fort. La stratégie d'Amazon, ça a été d'être les premiers, et surtout de laisser plein d'autres constructeurs adopter les technologies Echo et Alexa, complètement à l'inverse, par exemple, de ce que va faire Apple avec Siri. On l'a vu, moi je l'avais vu au CES, pas cette année mais l'année d'avant, mais ça a été confirmé par le CES cette année, toi t'y étais, Alexa est partout. Alexa est partout, mais en même temps, beaucoup moins qu'Assistant sur la dernière édition. Je sais pas si c'est le bon exemple parce que Google était omniprésent, alors qu'aux États-Unis, on n'a pas les chiffres exacts, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que Alexa est devant en termes d'usage, en termes de nombre d'échos vendus. D'ailleurs, Amazon ne communique pas sur le chiffre, ils disent des dizaines de millions d'échos vendus, au-delà de leur objectif qui était a priori optimiste, mais on ne sait pas encore exactement combien et comment. Mais ce que je sais, c'est que le dernier CES, bizarrement, Google Assistant était aussi présent, voire je pense plus présent que Alexa, ce qui reflète pas en fait la réalité du marché aujourd'hui. Ça montre qu'il y a eu une vraie offensive de la part de Google. D'ailleurs, on disait sur place que Google avait pris d'assaut le CES, quoi. Ouais, donc pour toi, la bataille est loin d'être remportée par Amazon. Google, il va fort. Il va fort parce que je pense que ça va durer plusieurs années cette bataille. Il y a pas de. En fait, moi je vois ça comme des interfaces aujourd'hui. Donc ces interfaces-là, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'on aura certainement le choix sur la plupart des produits en 2-3 ans. On aura toutes les interfaces installées. Ça sera un peu comme une langue. Ouais. Tu choisiras un peu ton interface. Notre maison, on aura choisi une langue, soit elle parlera Google Assistant, soit elle parlera Amazon Alexa ou autre. Et puis derrière, on choisira en fonction des objets qu'on installe dans la maison, qui parlent tel ou tel langage. Voilà. Mais moi, je vois un peu le marché comme ça, et ça se voit sur certains produits. Par exemple, chez LG, on a une double interface Alexa et Google Assistant, et c'est pas les seuls produits. On commence à avoir une double interface. D'accord. C'est également le cas chez Sonos, par exemple. Chez Sonos, il y en a. Je pense que les objets effectivement seront compatibles, mais après, tu choisiras un standard pour chez toi. Ça va être un peu le bazar quand même au début. Est-ce que tu penses qu'Apple a ses chances? C'est pas évident. Alors moi je dirais Trop tard. Oui, mais une part de marché qui dépassera pas 10 ou 20%. Dans quelques années. C'est la stratégie Apple, c'est-à-dire qu'ils vont faire un produit qui est un peu plus onéreux, un peu plus fermé. Donc on va avoir quelques aficionados d'Apple qui vont ne pas hésiter à dépenser et à acquérir ce produit. Et cette philosophie d'Apple, elle est beaucoup plus compliquée à appliquer sur le marché des assistants, parce que sur le marché des assistants, comme tu le dis, l'ouverture, c'est quelque chose de très fort. C'est un argument qui est essentiel pour pouvoir être agnostique dans la maison, c'est-à-dire fonctionner avec tout, parler à tout le monde. Donc
Et vous qui écoutez cette émission, n'hésitez pas aussi à nous donner un petit peu vos pronostics, les assistants personnels. Qui vous pensez va gagner cette bataille, et est-ce que il faut qu'il y en ait un qui gagne, ou tout le monde va cohabiter en se faisant des bisous? Honnêtement, ça m'étonnerait. C'est pas évident, mais l'exemple de la musique sur le HomePod qui reste une enceinte connectée, elle est symptomatique du truc. C'est-à-dire que en gros, on pourra demander à Siri de lancer de la musique, mais exclusivement sur Apple Music ou avec les musiques qu'on aura achetées sur iTunes, je crois. Et si on veut utiliser d'autres services, il faudra passer par AirPlay depuis son iPad ou son iPhone, et exit Android. Donc, dans une famille, dans un foyer, c'est quand même, c'est quand même difficile à expliquer, je trouve. Attendons de voir. On va avoir 1 ou 2 années difficiles, je pense, avant que ça devienne vraiment facile à utiliser, tout ça. Ça va être un peu des guerres de standards. On passe à la société suivante, donc Amazon. Ça va très bien. Je vais pas parler des résultats boursiers, mais la bourse suit là, et pour le coup, Amazon qui a déjà fait plus de 50%, je crois, cette année, la bourse suit. Par contre, chez Alphabet, la maison mère de Google, les choses sont un tout petit peu plus nuancées. Les revenus sont en augmentation, mais les bénéfices sont un petit peu en baisse, puisque on a un chiffre d'affaires. Alors ça dépasse quand même 100 milliards de dollars, hein, donc ça va quand même en termes de chiffre d'affaires. Ça c'est sur l'année, pardon. C'est 32 milliards pour le 4e trimestre. Soit 24% de plus que du 4e trimestre 2016. Donc c'est une belle progression quand même, 24% de chiffre d'affaires en plus. C'est plus effectivement sur ce qui reste une fois les dépenses engendrées. Alors, ce qui se passe, c'est que manifestement, il y a eu un changement comptable aux États-Unis qui fait que les entreprises ont dû changer leur manière effectivement d'investir et acheter de l'espace publicitaire, parce que aujourd'hui les revenus de Google, d'Alphabet, il faut bien le préciser, malgré des tentatives de diversification, ils en sont loin. Aujourd'hui, le lapsus que t'as eu, elle est marrant parce que j'ai dit quoi les revenus de Google, d'Alphabet. Enfin, oui, voilà, chez Alphabet, les revenus viennent de Google, quoi. 85% du revenu engrangé provient de la vente en ligne de publicité. Or, là, Alphabet, c'est là où il y a un petit peu une course quand même chez eux, c'est qu'il va falloir changer ça, parce que la publicité va pas disparaître, mais la publicité change. La publicité sur Internet change. Toi, d'ailleurs, en ayant des titres de presse sur Internet, votre rapport à la publicité et la publicité comme seule ressource, c'est quelque chose aujourd'hui de dangereux sur Internet. Il faut multiplier, c'est ce qu'on disait en début d'émission, quoi. Ouais, et puis en fait, les choses ont été vraiment bien pour Google ces dernières années, avec l'arrivée du programmatique dans le display. Et, disons qu'aujourd'hui, en passant par les solutions de Google, je crois qu'on peut adresser 80 à 90% du marché, peut-être plus. Donc en fait, juste en intégrant la techno de Google, on touche quand même une grande majorité du marché de la pub. Mais disons que effectivement, le display, en tant qu'éditeur, c'est sûr que ça doit pas être l'unique source de revenus. Sinon, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ça a été compliqué pour beaucoup de monde. Ouais. Mais disons que effectivement, Google, c'est intéressant à suivre. C'est intéressant à suivre parce que la publicité est quand même une grosse partie de leurs revenus. Et ils se bataillent avec Facebook. Voilà. Ben oui, en plus, il y a quand même de la concurrence féroce, et il y a le public qui en a un peu marre d'avoir autant de pubs, et qui commence à développer des anticorps à la publicité en ligne qui deviennent assez forts, qui se matérialisent notamment par les adblocks, mais pas que. D'ailleurs, cette année devrait marquer l'arrivée du adblock sur Chrome. Ouais. Et ça va être super intéressant à suivre. Ouais. Mais c'est vrai qu'Alphabet essaie de se diversifier, notamment Google Cloud qui commence à réussir, mais ils sont encore très très loin quand même de ce que fait Amazon sur ce service-là.
Le hardware, la production de matériel, on sent quand même que Alphabet a envie de se battre sur ce terrain-là. YouTube aussi. Alors bon, ça a été une année très noire au niveau de la publicité sur YouTube, mais plus pour des histoires de bad buzz. On verra comment tout ça va évoluer. C'est vrai que YouTube, mais on va en reparler tout à l'heure. Mais ça se structure, hein. Ouais, ça on ouais. pourra en reparler, mais on est vraiment dans une phase où on a le marché qui se structure et effectivement il y a des mouvements qui peuvent faire un peu peur, mais en fait à long terme c'est quand même beaucoup plus positif pour tout le monde en fait. Mais ça c'est la vision que j'ai, mais bon. Non, c'est de toute façon c'est l'histoire des sociétés aussi. Je veux dire, on passe de phases de conquête à des phases de stabilisation, et c'est vrai que la publicité, notamment sur YouTube, c'est une source d'expansion énorme parce que c'est là où va s'opérer le transfuge des pubs télé qui vont venir online. Ça va être sur la vidéo, et aux États-Unis, ça y est, ça commence à se faire, hein. Des gros chiffres arrivent. En France, on en est encore loin, mais ça ne saurait tarder, on va dire. Parlons un petit peu d'Apple, parce que c'est celui que j'ai maintenu un petit peu le suspense. C'était vraiment le résultat qu'on attendait le plus. On a lu beaucoup d'articles disant la fin de l'iPhone 10, les ventes sont catastrophiques. Comme d'habitude, chaque année, on a Apple, c'est fini dans 2 mois. C'est des titres qui font vendre, on va dire, mais on était effectivement un petit peu en attente de savoir est-ce qu'Apple s'est vraiment planté avec cet iPhone 10. Résultat en demi-teinte, mais assez intéressant chez Apple. Oui, ils ont moins vendu d'iPhone. Attention, hein, on parle de 1% de moins que l'année dernière. Hein. C'est pas non plus la Bérésina. Hein. 1% moins d'iPhone, mais attention, iPhone tout confondu. Ils ont pas séparé le 10 du 8. Du coup, évidemment, le chiffre d'affaires a bondi, quoi. Et par contre, le chiffre d'affaires a bondi. Mais comment Apple a-t-il l'ont fait? Eh ben, ils ont fait payer plus cher. Mais c'est top, c'est la stratégie d'Apple. Finalement, c'est une part de marché qui est pas très importante par rapport à ses concurrents. Donc, on parle d'une part de marché entre 10 et 20%, 30% en fonction des marchés. Et derrière, des marges beaucoup plus confortables. Ça a toujours été la stratégie d'Apple. Je sens que dans les commentaires, des gens vont dire ah mais Apple c'est mais on peut pas être surpris. Apple a toujours cette technique-là, et je dirais que la différence avec l'époque Steve Jobs quand même, c'est qu'Apple fait un tout petit peu plus d'effet de gamme qu'il ne faisait avant. Si je prends l'iPhone, alors le problème chez Apple, c'est que ils vous font passer leurs vieux iPhones pour de la diversification de gamme. Aujourd'hui, ils vendent jusqu'au 6S sur leur site, et moi j'ai fait une vidéo là-dessus. Que ça soit le 7, le 8, le 6S, ça reste, si vous êtes dans l'écosystème Apple, ça reste des smartphones intéressants, voire plus intéressants que l'iPhone 10, si vous êtes un acheteur raisonnable. On va voir s'ils vont sortir un iPhone SE. Moi, je pense que oui. Apple ne se battra jamais sur les bas prix. C'est pas du tout dans la philosophie Apple, mais je verrais bien une diversification comme ils ont fait dans les iPads, un fork entre l'iPad et l'iPad Pro. Je verrais bien la même chose arriver dans les iPhones. Ça existe déjà, non? C'est le 10 et le 8, non? Oui, ouais, mais le 10 et le 8, c'est plus parce qu'il y a une collision avec un anniversaire. L'iPhone SE, c'est l'équivalent de l'iPad mini. On a l'iPhone 8 et plus qui est l'équivalent de l'iPad 2017, et on a l'iPhone 10 qui est l'équivalent de l'iPad Pro, quoi. Moi, si j'étais au marketing chez Apple, je le redis, j'aurais fait un iPhone 10 encore plus cher, mais beaucoup plus exclusif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing chez Apple, tu vois, c'est pas grand chose par rapport à d'autres jeux. Enfin, quand même, ils sont bons. Hein. Ils sont bons, mais disons que c'est pas le focus. Non, c'est pas le focus. C'est les designers qui les ingénieurs. Ouais. Ouais, les ingénieurs qui sont à fond. Mais quand même, moi, j'aurais fait un coffret vraiment anniversaire. Enfin, j'aurais fait un iPhone 10 avec une finition encore plus premium, en mettant de la céramique, en mettant des AirPods dans le coffret. J'aurais fait un coffret à 2000 €, mais le truc, tu vois, rare. Et je l'aurais appelé l'iPhone X et pas 10 pour le sortir de la gamme, en fait. Parce que là, il y a eu une vraie confusion, je pense, entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Est-ce que ça leur a permis de vendre plus d'iPhone? Manifestement, non.
Ils en ont vendu un peu moins. Je pense pas qu'on peut reprocher ces 1% de moins à l'iPhone 10 et à l'iPhone 8. Il y a aussi le tassement du marché. Les gens renouvellent moins leur smartphone. Le truc des changements de batterie chez Apple, beaucoup moins cher maintenant, va probablement augmenter un tant soit peu les délais de renouvellement des iPhones pour les iPhone fans. Donc je suis pas sûr qu'on peut parler d'échec de la sortie de l'iPhone 10 et de l'iPhone 8. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Bah non, pour moi l'iPhone 10 c'est loin d'être un échec, c'est pas un échec, mais c'est intéressant, faut aller au-delà des chiffres comme tu le dis, ça se trouve c'est lié à la répartition du marché d'Apple en Asie, c'est lié à des choses qui sont moins directement liées au modèle vendu mais plus liées à la stratégie de commercialisation d'Apple, la distribution des produits. Donc quand on regarde des chiffres comme ça, il faut creuser un peu plus parce que bon, là ce qu'on peut déjà voir, c'est que l'iPhone 10 a eu un effet indéniable, c'est que il y a une augmentation du chiffre d'affaires alors qu'il s'est vendu 1% de moins. Donc, Tim Cook a prouvé qu'il pouvait vendre des téléphones très très chers. Ça veut pas dire que tout le monde achètera des téléphones à ces prix-là, mais qu'il y avait un marché pour le téléphone à plus de 1000 €. En tout cas chez Apple. Mais c'est la même chose sur l'iPad, ils sont en train de prouver la même chose. Bien sûr. Il s'est vendu un petit peu plus l'iPad. Plus 5%, l'iPad. On a le chiffre d'affaires qui bondit de 6%, donc pareil, c'est la même stratégie au final. Donc. On a vu effectivement donc un petit peu de croissance dans les iPads. Petit fait notable mais qui est intéressant parce que longtemps on s'est demandé si l'Apple Watch était un échec ou pas. La fameuse rubrique autres dans lesquelles il y a les Apple Watch, les AirPods, le partenariat avec Beats et puis d'autres produits, a pas mal augmenté et d'après les analyses, 50% serait dû à une forte augmentation quand même des Apple Watch, notamment l'Apple Watch, la 3e du nom. Moi que j'ai trouvé un produit assez abouti dans mes tests, ça y est, ça commence à pas mal se vendre. Alors, il communique pas dessus, mais il se dit un peu en off que ça reste un succès pour Apple. Ouais. Disons que par rapport à un marché de la montre connectée qui est en berne, on sent quand même que côté Android, ils sont un petit peu en train de lâcher l'affaire. Apple réussit à en vendre. Donc ils auraient mieux réussi l'équation, à ton avis, c'est difficile de le dire, mais je pense que c'est ceux qui réussissent le mieux l'équation parce que lorsqu'on regarde déjà des pure players comme Pebble, ils ont disparu, les d'autres sont en difficulté. Quand on regarde des constructeurs sont mis aux montres, beaucoup ont renoncé, c'est le cas de Motorola par exemple, qui était le premier à sortir la Moto 360 sur Android Wear. Et aujourd'hui, des nouveautés Android Wear, il y en a eu, ça se compte sur les doigts d'une main l'année dernière. Ça intéresse plus personne, C'est fou, ces gens, à part quelques modèles d'ailleurs, les gens achètent plus des Android Wear parce que les prix ont chuté par 2 ou 3, les divisions, de prix. Oui, carrément. Ça reste pourtant des produits qui sont pas mal, mais bon, voilà. Donc, l'Apple Watch, j'ai l'impression que c'est un produit qui est peut-être un peu plus adapté à ce marché, c'est-à-dire des prix plus élevés, et peut-être un produit d'une meilleure qualité. Les gens sont plus prêts à investir dans une montre de meilleure qualité, peut-être qu'ils touchent un public un peu différent, ou sinon c'est juste parce qu'ils sont dans la sphère macophile, j'ai envie de dire. Moi, pour être utilisateur quotidien de la 3e version de l'Apple Watch, ils ont affiné le concept et sans qu'elle soit indispensable, elle est un petit peu moins gadget. Il y a des choses dont on se sert un petit peu plus. Et ils se sont éloignés du concept qu'une montre connectée est un deuxième iPhone. Il y a plein de trucs qu'ils ont enlevés en fait, qui servaient à rien. Version 4G, non ? Non, en fait non. Paradoxalement non. On voit bien que les apps, par exemple, la plupart d'ailleurs des apps disparaissent de l'Apple Watch parce que celle qu'Apple met de base suffit largement à une utilisation quotidienne de ton Apple Watch. Moi, il y a peut-être 2 apps que j'ai rajoutées en plus que j'utilise, tu vois. Mais par contre, les fonctions, c'est des petites fonctions, mais alors j'aime pas dire santé connectée parce que c'est un peu présomptueux, mais on va dire de forme connectée, sont assez pertinentes. Ils ont fait les bons réglages, je trouve. Et la 4G, enfin la 3G 4G dessus, honnêtement, je la trouve pas hyper utile. Ils l'ont fait parce que certains demandaient, des joggers, etc. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que je vais désactiver. Là, je suis au bout de mon essai gratuit Orange.
Le seul moment où ça me manquera, c'est il y avait une anecdote, le mec qui était au milieu de l'eau avec des requins et qui a pu appeler les gardes-côtes avec sa watch. C'est extraordinaire et puis c'est très rare. Hein, c'est très simple. Je n'ai passé un appel en 4G avec ma watch que pour faire ma vidéo sur YouTube pour montrer que ça marchait. Mais depuis, je ne l'ai jamais fait, quoi. Vidéo très complète au passage. Ah bah merci. Et du coup, j'ai vu un chiffre qui va dans le sens de ce que tu disais concernant l'iPhone, c'est que a priori il y a 1,3 milliard d'appareils iOS actifs. Ouais. Et c'est une évolution en 30% en 2 ans. Ça montre que les gens, les gens gardent longtemps leur iPhone et d'ailleurs doivent rapidement le change peut-être assez souvent pour les utilisateurs très actifs, mais en tout cas c'est des téléphones qu'on retrouve dans toute la famille, je pense. Oui. Et on a peut-être des téléphones qui ont 4-5 ans, peut-être plus, et qui sont toujours en fonctionnement. Du coup ça donne énormément d'appareils en activité. Sans compter qu'il y a un marché qui n'est pas compté là, mais que moi je le vois autour de moi, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais le marché de l'occasion, du refurb autour des iPhones se porte très bien. J'ai vu énormément de gens s'acheter des iPhones d'occasion et je pense que le changement des batteries en plus va renforcer ce marché-là. Pouvoir changer ses batteries pas chères et revendre son iPhone derrière va encore renforcer ce marché-là, je pense. Ouais, mais je pense que là, la durée de vie d'un iPhone, ça doit être entre 30 et 50 mois. Et je pense que malheureusement, en tant que passionné d'Android, je trouve ça, je pense que c'est beaucoup plus bas chez les constructeurs Android. Donc, c'est le truc que je dis très souvent. Au-delà de ça, c'est vrai qu'Apple vend ses produits plus chers, mais la valeur Argus reste quand même très haute. Moi, je suis effaré de voir à quel prix j'arrive à revendre un iPhone 6S, quoi. Qui est quand même un smartphone qui, dans le monde Android, il aurait décoté beaucoup plus vite, quoi. Non, le bon plan Android, c'est d'acheter les produits 1 an après leur commercialisation. Là, on arrive à des prix divisés par 2 et on arrive sur des rapports qualité-prix qui sont excellents. Donc, en ce moment, on trouve du Galaxy S8 à 500 €, voire même moins, et je pense que ça va baisser encore ces 2-3 prochains mois. On l'aura sûrement jusqu'à 400 €. On l'a trouvé du Galaxy S7 à moins de 300 € là, sur le mois de janvier. Ah, mais il y a de quoi faire son marché. Mais on est en train de sortir du sujet, mais moi ça me donne quand même cette impression désagréable pour de l'achat Android. Je me dis, oh mince, j'ai quand même acheté le produit 2 fois plus cher il y a 1 an, ça fout un peu les boules, quoi. Ça donne pas envie. C'est un peu comme les crypto-monnaies, faut pas acheter quand c'est au plus haut. Voilà, exactement. Spéculer sur vos Android. Et on va terminer en parlant rapidement de Facebook. Facebook, on n'a pas tellement parlé d'argent, mais quoi qu'il y en a pas mal, 4,3 milliards de bénéfices. C'est une année difficile. C'est ce qu'a dit Mark Zuckerberg. Voilà, c'est une année un peu difficile. Ok, on va peut-être pas te plaindre. Qui vient d'ailleurs de s'acheter un yacht, juste pour énerver les gens. Un très beau yacht. Il a pas acheté celui de Steve Jobs? Non, il a acheté celui. Tu sais que je crois que je l'ai vu, mais c'est genre le yacht avec un hélico, enfin le truc de gros vilain dans les James Bond, quoi. C'est voilà. Tout va bien pour lui. Oui, tout va bien pour lui quand même un petit peu. Non, ce qui est intéressant, c'est quand même le revirement de stratégie de Facebook qui sent quand même le vent tourner autour des réseaux sociaux, d'un certain ras-le-bol, et surtout on sent que ils veulent s'éloigner d'être un titre de presse. Ça a toujours été la grosse ambiguïté de Facebook. Ils s'éloignent de la presse. On va pas trop revenir là-dessus parce que Patrick en a parlé. D'un long débat. Mais Patrick en a parlé dans le dernier rendez-vous tech. Si vous l'avez raté, ils en ont parlé longuement, mais ça se traduit parce que là on a les chiffres. Nous passons 50 millions d'heures par jour en moins sur Facebook. Et Mark Zuckerberg s'en réjouit. En gros, on utilise moins Facebook et il a l'air de trouver ça bien. C'est un peu tendu du slip comme argument, mais lui dit je veux pas que mon réseau social envahisse votre vie. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, sachant que quand même tout Facebook est conçu pour qu'on y passe un maximum de temps. Mais
je pense que c'est quelqu'un de suffisamment finot pour comprendre que le vent tourne. On commence à voir des mouvements et une voix protestataire en disant est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'aller trop loin là avec ces réseaux sociaux qui accaparent l'ensemble de notre vie. Les bad buzz qu'ils ont subis avec les élections américaines, les fake news, etc. On a l'impression, et tu vas me dire si tu partages cette impression, que Facebook veut revenir à des valeurs et à ce qu'ils étaient il y a quelques années. Retour au basique. Retour au basique de Facebook, c'est le truc où vous avez vos amis, vous organisez les anniversaires, vous envoyez les photos du petit, etc. C'est vrai que ça fait un peu moins vendre d'un point de vue... Mais pourquoi pas ? Mais je pense que t'as raison sur cette approche-là, et c'est toujours ce qui avait déplu on entendait Facebook veut faire en sorte que vous ayez confiance dans le réseau pour pouvoir partager vos données personnelles, pour partager vos photos, vos souvenirs. Donc moi ça me paraît essentiel pour un réseau social. Après bon, il faudrait regarder. Moi j'ai plus l'avis autour de la presse et des médias parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'objet de la discussion directement, mais le truc c'est que presse et médias ça engendre des responsabilités que Facebook n'a, à mon avis, pas forcément envie d'avoir autant qu'ils l'ont aujourd'hui. D'être dans l'œil du cyclone des histoires de la présidentielle américaine ou du Brexit, on a beaucoup, à mon avis, pour Mark Zuckerberg, on a beaucoup trop parlé de Facebook comme nœud du problème en fait. Et je pense que ça veut pas dire qu'on trouvera plus des news dans nos timelines, mais c'est leur intention, c'est de mettre on va dire les copains d'abord, et puis après si vous voulez des news vous en aurez, mais que ça ne devienne plus leur fond de business quoi en fait. Mais je pense que Mark Zuckerberg il est conscient que Facebook est pas immuable, et l'idée de pouvoir modifier un peu son modèle d'affaires, son modèle d'utilisation, c'est pareil sain. Mais bon. Oui, on va voir. Après, c'est forcément des calculs, hein, mais je pense qu'il a quand même une vision long-termiste et il comprend bien comment vont évoluer les choses, et que c'est vrai que les réseaux sociaux, on est peut-être au bout, on en parlera tout à l'heure avec Snapchat, mais on est peut-être au bout il y a peut-être un effet de saturation là quand même. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est en fait en 10 secondes, c'est vrai qu'on a assisté depuis quelques années à une course vers l'audience du plus grand nombre. J'ai l'impression qu'on est en train d'un petit peu réfléchir. Je dis nous en tant qu'éditeur, mais je dis aussi nous, en tant que média comme Facebook, de réfléchir finalement à essayer d'avoir une audience qui est plus qualifiée, pour que ce soit les bonnes personnes qui lisent le contenu. Et je trouve que ça fait réfléchir tout le monde sur tous les acteurs du marché. Et ça paraît normal. On a eu la même chose. Lorsqu'on avait les téléchargements d'applications, les premiers objectifs des campagnes de téléchargement d'applications, lorsqu'on était dans les agences médias, etc. C'était d'avoir le plus grand nombre de téléchargements. Volume, quoi. Ouais. Ils se sont aperçus que c'était idiot, qu'en fait il fallait se focaliser sur la rétention, sur l'expérience utilisateur, parce que finalement c'est ça qui générait du chiffre d'affaires au final. Donc bien sûr, et même pour les publicitaires, le volume c'est ce qu'on fait au début, mais après on va chercher une qualité d'audience aussi, et des taux de transformation, des taux de rétention qui sont plus intéressants et plus qualitatifs quoi. C'est une évolution assez normale. Voilà un petit peu pour les résultats. Alors on n'a pas trop parlé bourse, mais c'était tous ces résultats T4 qui ont été présentés. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais on va pas tous les faire. Malgré ça, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas là je regardais ce matin, c'est un petit peu chahuté hein, l'ensemble de la tech au niveau de la bourse. Juste pour dire, parce que souvent on fait des analyses tech et des analyses boursières, c'est pas toujours sur le même timer. Hein. C'est pas parce que nous on a des bonnes news au niveau tech que ça va se répercuter forcément dans la bourse. Faut savoir que voilà, il y a des enjeux financiers qui sont pas forcément des enjeux tech, et que je vois souvent cette confusion quand certains, on va dire chroniqueurs tech disent oh là là, il y a eu une baisse de la bourse juste après la keynote Apple. Ça n'a pas forcément à voir avec la keynote d'Apple qui vient de se passer. C'est pas forcément le même rythme. Mais
Voilà, ces sociétés-là vont bien. C'est vrai que la tech en ce moment, au niveau de la bourse, ça se maintient, mais c'est pas non plus le beau fixe. Donc voilà un petit peu pour les résultats. On passe au sujet un petit peu suivant. Strava. Alors, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé avec cette application Strava? Ouais, mais parce que c'est fun, on en parle depuis des années et là on a un joli cas pratique. Ah ouais, ça a été. Alors moi c'est marrant, le premier jour où j'ai lu la news, je me suis dit ouais encore un petit truc. Et en fait, c'est le lendemain, quand j'ai vu le nombre d'articles et que ça touchait les armées du monde entier, je me suis dit, ah ouais, quand même, le truc, il est assez gros, quoi. C'est des trucs sensibles. Tu sais, on a publié un gros dossier sur Timo en août dernier sur Numérama. On avait fait une belle enquête. Ouais. Une des plus grosses enquêtes, hein. Pour le dire, on a vraiment passé, on a mis beaucoup d'énergie. Et, on disait, les gens on avait peur que ça les intéresse pas. Globalement, ça fait beaucoup de bruit, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer sur un sujet si grave, mais en gros on l'avait titré sur en gros on l'était capable grâce à Timo de pouvoir suivre par exemple Emmanuel Macron dans ses déplacements. Ouais. Et dès qu'on touche un sujet sensible, que ce soit des politiciens ou l'armée, et là tout de suite les gens ils disent ça touche notre sécurité. Alors on va expliquer quand même ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi. Strava, donc c'est une appli et un site pour les coureurs de fond, des gens qui font du footing, dans lequel on peut mettre ces informations et surtout envoyer ces données de tracker d'activité. Et en fait, Strava a publié une carte du monde des trajets de ses utilisateurs. Et là, c'est le Pentagone, je crois, en premier, qui s'en ont aperçu. Ils se sont aperçus que, notamment dans les zones les plus désertes du monde, on voyait aussi les trajets de course à pied des militaires. Et quand on voit des trajets qui courent toujours un petit peu au même endroit, c'est assez facile de placer la base, parce que souvent les militaires courent à côté de leur base. Et donc pour tout ce qui est base secrète, etc., en gros ça mettait comme une grosse épingle au milieu de la marque en disant ici il y a probablement une base secrète. Donc un grand coup de froid quand même pour les militaires qui se sont aperçus de ça. Et surtout ils se sont aperçus que toutes, on va dire, les armées occidentales, riches et occidentales, avaient ce problème. Et la France aussi. La France c'est plus. Ouais, c'est un peu plus. On en parlera justement. La France a des mesures un petit peu plus drastiques, mais là où ça a fortement touché l'armée américaine, c'est le comble quand même, c'est qu'ils ont un programme anti-obésité, parce qu'ils ont des problèmes d'obésité dans l'armée américaine aussi. Tous les GI ne sont pas taillés comme Schwarzy, loin de là. On le voit d'ailleurs. Je regardais l'autre jour des nouvelles et t'as envie de dire faites un casting, parce que quand tu vois 2 militaires américains bien bedonnants qui arrivent, ça fait pas l'armée super dynamique. C'est vrai qu'on voit les militaires sur le terrain, mais il y a énormément de militaires dans le back office. Ouais. Et puis a priori, la cantine américaine, de l'armée américaine, elle est pas si loin des cantines scolaires américaines. Ouais, probablement beaucoup de hamburgers et de candy bars. Je sais pas pourquoi elle serait excellente, tu vois, il y a aucune raison. Ouais. Et donc, ils ont mis en place un programme bougez-vous les fesses, quoi, en gros, en équipant leurs militaires de trackers d'activité. Ou la bonne mauvaise idée, c'est qu'ils ont pas, c'est là où on a du mal à comprendre, Ils ont pas vérifié, ou en tout cas pas éduqué leurs militaires à. C'est une erreur. C'est une erreur énorme. C'est une erreur folle. Bon, à la limite, on va dire des bases. C'est une faute. D'ailleurs. C'est une faute, mais je pense qu'il y a des képis qui vont voler. On a à la limite des bases connues, tu vois, des bases en Allemagne et tout ça, on se dit que c'est pas trop un problème, mais que des bases secrètes, des bases militaires secrètes où effectivement les militaires s'entraînent comme les autres, ils aient pas eu quand même le réflexe de se dire mais attends, mon tracker d'activité, comment ça marche? Oui, il y a un petit repérage satellitaire, GSM. Moi je trouve ça fou, c'est que les Strava ils ont pas mis la carte en ligne tout de suite, quoi. Moi j'aurais tout éteint et après j'aurais essayé de
de discuter avec les parties prenantes pour pouvoir en même temps, carte, je pense que le problème se pose aussi pour Strava, parce que Strava, là, du coup, c'est l'ensemble de leur business model que tu fais tomber à l'eau si les gens ne partagent plus leurs données de course. Oui, effectivement. Donc mais bon, ouais. En tout cas, je l'aurais éteint sur certaines zones. Mais tu sais, c'est un peu comme dans Google Maps. Lorsque tu te balades aux États-Unis, tout d'un coup, au milieu du Nevada, t'as une zone qui est assurée, tu sais, sans la carte. Ouais. Puis t'aperçois qu'en fait, c'est genre la taille de l'Île-de-France. Est-ce que c'est un terrain militaire Ouais, mais bon, voilà, il y a une. Tu sais, tu peux pas. On va. C'est du bon sens. Oui, mais l'armée américaine va pas appeler Strava en disant bon, les gars, on a mis une base militaire secrète. Hein. Attention, elle est à ces coordonnées-là. Donc effacez nos données de course. Le problème, c'est pas Strava. Le problème, effectivement, c'est l'armée américaine. Mais Strava, ils auraient dû anticiper ça en tant que n'importe quelle entreprise qui a des risques et des menaces. Bien sûr. Voilà. Mais bon, après, ça ouvre bien sûr le débat. C'est que au moins, ça leur fait de la com. Hein, tu vois. Ah là, c'est sûr que oui, mais à mon avis, ça va être dur de maintenir leur business model sur la collecte de données, parce que là, ce qui était en plus embêtant, parce qu'on n'a pas tout dit, c'est que c'est anonyme au final. Oui, mais enfin les bases secrètes, t'as pas trop envie de. Et le problème, c'est que c'est anonyme, mais non. Certains militaires sont arrivés à prouver qu'en remontant des données Strava et en faisant des recoupements, on arrivait à trouver des identités de militaires. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Ah, ça, c'est grave. Parce que si t'as des mecs qui sont en opération secrète dont on doit pas connaître les identités, ne serait-ce que pour protéger leur famille, tu vois, là, ça peut devenir beaucoup plus grave. Si tu as, par exemple, le lieu et le trajet parcouru avec la date, tu peux effectivement croiser avec des données, par exemple Instagram. Bah exactement, Twitter, c'est ça. Puis derrière, identifier la personne. Ouais. Bon, effectivement, dans ce cadre-là. Bah c'est pour ça d'ailleurs que l'armée française, elle précise que il y a déjà eu depuis 2014 beaucoup de briefings sur l'utilisation des réseaux sociaux au sein de l'armée, des interdictions complètes en cas d'opération. Bien sûr, on se doute. Faites pas une photo pendant que vous êtes en opération secrète, c'est pas une bonne idée. Mais il précise quand même que cette histoire de Strava leur a permis de remettre une couche quand même, et que là, de toute façon, toutes les armées équipées de dispositifs et avec des militaires ayant des smartphones, je pense que là, elles sont en train de pas de passer un savon, mais dire, dis donc là, les couilles de loup, hein, vos smartphones. Vous les éteignez tout de suite. Ce qu'on a envie de dire, c'est que là, peut-être que les armées vont aussi commencer à s'équiper de systèmes de tracking peut-être plus privés et plus, pour d'ailleurs, c'est marrant parce que on parlait de l'armée française. Donc l'armée française, a priori, ils ont fait quelques recherches pour savoir si elle avait été touchée par le problème, en particulier sur la base de Madama, où a priori il y a eu quand même eu des partages de trajet. Ouais. Mais a priori, ça serait plutôt des commandos américains en fait qui sont venus faire le footing. Qui sont pas censés être là, mais bon après on sait très bien que. Oui. Et justement, je parlais avec un gendarme français, donc je tairai bien sûr le nom, l'identité, qui m'a présenté l'application, plutôt le smartphone qu'il utilise. Jusqu'à assez peu de temps, les militaires français, comme certains politiciens, étaient équipés d'un smartphone conçu en France, qui marchait sous Android et qui était très moche, peu pratique. Et donc là, ils ont changé de stratégie. Maintenant, en fait, il y a tout un catalogue de smartphones Android, dont par exemple des produits Sony. Et en fait, sur ces produits-là, ils virent toute la partie Android et ils déploient un fork Android. Un fork Android qui est d'ailleurs du coup sur mesure pour les militaires et qui permet du coup d'éviter ce genre de choses. Par exemple, on ne retrouve pas le Play Store, donc on peut pas télécharger l'application du Play Store, mais on trouve un store d'applications alternatifs. Donc toutes les applications sont contrôlées par l'armée française et donc ce genre de produit évite a priori éviterait ce qui s'est passé avec Strava, c'est-à-dire que en gros il est sous contrôle. Ouais, tu peux pas installer justement Strava, Instagram, Facebook sur ces téléphones-là, quoi. Tu peux pas installer ces apps, tu peux pas installer d'APK externe, les données liées à la géolocalisation elles sont limitées à certaines applications, donc tous les droits nécessaires pour faire fonctionner par exemple une application comme Strava, ça marche pas. Tout simplement. Donc, mais le téléphone, j'étais surpris, il reste quand même
très fonctionnel. Contrairement aux anciens modèles que j'ai pu voir qui étaient tellement limités que ça ressemblait à un feature phone. Ouais. Donc là, il y a du chiffrement, il y a des choses, il y a des non, choses puis c'est une bonne idée d'avoir fait ça au niveau de l'OS. Ça laisse déjà le choix, un peu plus de choix en hardware. Ça peut être pas mal. En tout cas, si vous vous inquiétez aussi du tracking de vos footings, eh bien, je vous invite justement à aller sur Numérama. Vous avez fait tout un article sur comment désactiver le partage de vos itinéraires sportifs sur la carte Strava. Donc, vous saurez tout, comment désactiver. On voit d'ailleurs que c'est pas évident à faire sur iOS et sur Android. En tout cas, c'est pas instinctif, quoi. Ils ont un peu planqué les fonctions pour que. C'est la valeur ajoutée de leur service. Donc. Oui. Bon, en tout cas, on souhaite à nos militaires de continuer à faire des footings, mais restez discrets, quoi. On dit ça, les gars, c'est pour votre sécurité. Hein. Non, mais je trouve que c'est inquiétant. Mais il vaut mieux que ça arrive peut-être maintenant que dans des situations autres. C'est horrible avec un fait divers. Un fait divers, un enlèvement de militaires. Une base militaire qui est attaquée avec une bombe piégée. Ça se trouve, il y a eu des bombes piégées à cause de ça. Peut-être. Enfin, des bombes piégées, des non, bases puis la sécurité, cachées, on le sait, hein, en Afghanistan et tout ça, la sécurité des militaires qui peuvent être enlevés, assassinés, ce genre de choses, c'est quand même grave que leur parcours soit marqué en rouge sur une carte, quoi. C'est le monde dans lequel on vit. C'est bien que les militaires s'en rendent compte. C'est bien aussi que le grand public se dise, ah oui, tiens, quand même, quand je vais faire un footing, ça indique, par exemple, que je suis pas chez moi en ce moment-là. Donc, si j'ai chez moi des objets très très précieux, par exemple, et des problèmes avec des cambrioleurs récurrents, c'est peut-être pas forcément une bonne idée que je dise que je suis pas chez moi, quoi. Tu vois, ça c'est fou. C'est ce qu'on appelle dans l'information, dans le journalisme, de l'information grise. C'est-à-dire que c'est de l'information qui était à disposition, mais qui était pas cachée ou secrète, mais qui était peu accessible. Et maintenant, ça reste de l'information blanche, c'est-à-dire qu'elle est accessible à tout le monde. Enfin, elle va être, je crois que ça a été retiré. Mais ça montre que, en fait, c'est le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que des fois, on se demande comment tel événement a pu arriver, et qu'en fait, les réponses sont sous nos yeux, quoi. Il y a très très peu d'informations noires, il y a très peu d'informations, secrètes disponibles en fait, secrètes que les terroristes ont. En fait, la plupart du temps, ils se basent sur de l'information grise, c'est-à-dire l'information qu'on pourrait avoir de n'importe où sur n'importe quel ordinateur. C'est fou. Moi, non, mais puis ça va tellement vite tout ça, mon bon monsieur. C'est dur à suivre. Ce qui va pas être dur à suivre et qui, à mon avis, va être le feuilleton sanglant de cette année qu'il va falloir suivre, c'est l'ouverture du procès entre Waymo et Uber. Je vous résume ça très rapidement. Waymo, c'est Google, c'est Alphabet, c'est les voitures autonomes et c'est Patrick en a parlé dans le rendez-vous tech. Et effectivement, Waymo attaque Uber en disant vous nous avez piqué après qu'on l'ait viré, après qu'il soit parti, Anthony Lewandowski, qui est quelqu'un de très important dans le développement des technologies pour les véhicules autonomes Waymo. Qui était parti monter une start-up qui, comme par hasard, a été rachetée quelques mois après par Uber. Et ce qu'on a appris entre-temps, c'est que ce monsieur Lewandowski, j'ai du mal avec les noms polonais, est parti quand même avec 9 téras de données sur les véhicules autonomes chez Google. Là où c'est intéressant, c'est que il est très probable que de ce procès sortira le grand gagnant des véhicules autonomes du futur. Pourquoi ? Google, il y a la force de frappe Google Maps, sa connaissance, etc. Ils ont développé les véhicules autonomes. Uber, qui lui de son côté a déployé quand même un service où, et ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme que je dis, puisque depuis la fondation d'Uber, moi j'entends que... Non mais ils ont un fonds de commerce de ouf. Ils ont un fonds de commerce de ouf. Pour lancer des voitures autonomes. Et surtout, ce qu'a dit Kalanick dès le départ, c'est que dès qu'on pourra remplacer les chauffeurs humains par des voitures autonomes, on le fera. Je sais, c'est terrible. Ils lèvent plein d'incertitudes sur leur business. Il y en avait pas. Enfin, moi, je l'ai entendu même au web, au lancement de Uber
à Paris. Non, l'incertitude, je parle de l'incertitude vis-à-vis de leur business. Ah oui, par rapport à la législation, au travail dissimulé, etc., etc. Ah oui. Le but d'Uber, c'est finalement les voitures autonomes et la véhiculation et la transportation des gens en milieu urbain et pré-urbain. C'est leur business du futur, et que quelque part, le Uber avec chauffeur humain, c'est juste pour asseoir le marché, quoi. Ouais, c'est une première étape. Mais ça paraît normal. Tu vois. Ça va être terrible pour normal, les chauffeurs humains. J'ai l'air inhumain en disant ça. Ouais. C'est pas ça. C'est juste que je me mets à la place d'Uber et que le dessin est long. La fiction est long. Maintenant. Il joue le long terme. Et c'est vrai que Google, là, pour le coup, n'a pas cette infrastructure-là. Et pas forcément gagnant. Et là où c'est intéressant, c'est parce que c'est presque un jeu de billard à 3 bandes. C'est qu'il va y avoir ce procès qui va être retentissant, parce que il faut quand même comprendre que s'il s'avère que Uber a vraiment fait un espionnage industriel et a pris des infos de Waymo, ils sont capables de se prendre des milliards et des milliards de dommages et intérêts qui pourraient faire couler Uber. Uber qui est quand même fragilisé actuellement par des investissements massifs, qui n'est pas encore rentable. Ça pourrait faire très très mal à Uber. Et je pense qu'ils vont tu vois, même s'il y a des milliards de dollars et on sait pas. En fait, ça peut durer plusieurs années le conflit. En attendant, Uber peut développer d'autres choses. Ça peut très bien ne jamais être payé, cet argent, tu vois, ou être payé on sur sait que 10 ans. On sait que ces gros procès, c'est comme ça a jamais Google, Apple. Non, j'exagère, mais ces dernières années, ça a pas fait couler directement un énorme de la tech. Il y en a eu beaucoup. Là, j'ai l'impression quand même Waymo la mauvaise. Enfin, Google, ils l'ont mauvaise. Ils accusent vraiment directement Uber d'avoir piqué tous leurs protos, tous les plans de la voiture autonome. Je suis pas sûr que Google lâche l'affaire ou laisse traîner. Non, pourquoi? C'est là où il y a la troisième bande. La troisième bande, c'est les autres constructeurs automobiles, et notamment de General Motors, parce que la faiblesse et de Waymo et d'Uber, c'est qu'ils n'ont pas réussi à signer des partenariats hyper énorme avec un constructeur automobile particulier, et que ta voiture autonome, tu peux la barder d'électronique et de caméra et tout, si elle a pas 4 roues et un moteur, elle avancera pas beaucoup. Et les constructeurs automobiles, leur tendance, c'est plutôt de dire, vous êtes bien gentils là, les mecs de la Silicon Valley, machin et tout, mais nous, on va développer notre propre véhicule autonome sur nos châssis, et on aura la part du marché, quoi. Donc s'ils traînent trop en procès, Waymo et Uber qui se bloquent, le risque aussi, c'est qu'ils se fassent doubler par la gauche. Ouais, mais le procès, tu sais, c'est un chemin précis. Ça n'empêche pas d'avancer à côté. Et je peux te dire que je serais pas étonné que dans quelques années, Google vende des voitures à Uber, quoi. Peut-être que ça sera effectivement. Tu vois, je veux dire, à un moment, business is business, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, on le voit bien avec Samsung et Apple. Il y a un moment où, disons que les rivalités sont parfois de façade et marketing, mais c'est pas dans l'intérêt de Google de noyer Uber et c'est là où je suis un petit peu moins persuadé que toi. Je pense que Google a intérêt s'ils arrivent à torpiller complètement Uber, ça peut les aider. Les enjeux sont énormes, hein. On s'en rend pas compte, mais je pense que le marché, potentiellement, c'est le plus gros marché qu'il y ait jamais eu. La transportation, la véhiculation des humains en milieu urbain et pré-urbain, c'est des marchés gigantesques, beaucoup plus gros que le marché de la voiture, hein. Ça ira beaucoup plus loin que ça, donc on verra. C'est presque le marché des transports publics, hein, qui est aussi mis en cause, hein, là-dedans, hein. Quand on aura vraiment des petits modules autonomes en ville, on prendra plus le bus et voire plus le métro. Et ça sera pas forcément un mal. Ouais, non, j'avais eu un plan, je me rappelle plus, de la mise en place. Ils avaient fait la simulation de la mise en place de voitures autonomes à Barcelone, sur 20 ans. Et ils montraient qu'en quelques années, en fait, on arrivait à un pic de circulation qui n'avait jamais été atteint. Et qu'à partir de ce pic-là,
tout s'améliorait et en quelques années on arrivait à un système, j'ai plus les chiffres en tête, où on avait 5 ou 6 fois moins de voitures sur les routes avec autant de personnes transportées, quoi. Ouais, bah oui, non mais je pense que on va pas repartir dans les débats de la voiture autonome. Je pense que, en tout cas en milieu urbain, c'est une nécessité absolue, quoi. Ça commence à devenir archaïque de conduire sa bagnole dans les milieux urbains, quoi. Donc petite note légère, on rebondit après ces articles lourds. Elon Musk fait un pied de nez marketing magnifique quand même. On a suivi l'affaire en plusieurs étapes. Vous savez, sa société Boring Company, censée creuser des tunnels. Au début, il a annoncé qu'il allait faire des casquettes. Boring Company. Faut avouer que le nom de la compagnie est juste génial, parce que le boring, ça veut dire à la fois creuser et ennuyeux. Donc il y a un jeu de mots magnifique. Et puis il a annoncé tiens, on va faire aussi des lance-flammes. What? Ça a fait un buzz énorme. On a vu des vidéos d'Elon Musk avec un vrai lance-flamme designé, assez chouette d'ailleurs. Le produit ressemble un peu à des fusils de Mass Effect. Enfin, il y a ce petit côté fusil de Mass Effect. Et il annonce très sérieusement que les flamethrowers vont être vendus à $600. Personne n'y croyait. Mais pour l'instant, ça a pas l'air d'être une blague. 10 000 lance-flammes ont été vendus. L'ensemble des stocks a été vendu. Alors, je le redis quand même à toute fin utile, il est complètement interdit d'acheter un lance-flamme en France. Aux États-Unis, c'est un peu plus particulier, mais en France, un lance-flamme, c'est de la catégorie A. Enfin, vous pouvez l'acheter, mais vous n'avez pas le droit de la garder. Le lance-flamme. Alors, aux États-Unis aussi, il y a des critiques qui disent ouais, il est bien rigolo votre coup marketing, mais il y a quand même 100 000 personnes qui vont avoir des lance-flammes chez eux. C'est pas un peu dangereux? Alors Elon Musk a dit ouais, attendez, c'est pas vraiment un lance-flamme. Effectivement, on a vu le produit fonctionner. C'est plus un gros chalumeau. J'ai quand même un gros chalumeau, mais ça fait pas comme un lance-flamme qui va. J'avoue, je suis pas spécialisé lance-flamme, mais ouais. Un vrai lance-flamme projette un liquide inflammable jusqu'à 6-8 mètres. C'est oui, un vrai lance-flamme, c'est dangereux, un vrai lance-flamme. Oui, après une torche, oui, après lui il dit, mais c'est marrant parce qu'il a l'air de s'amuser, mais comme un gamin. Ce qu'il dit, non mais en fait nos lance-flammes ils sont super pour griller des cacahuètes. Et il a fait un Instagram là-dessus. On a l'impression vraiment qu'il se fout. Il se fout de la gueule jusqu'à quand même son dernier pied de nez. Il a dit on a compris, les avocats et tout veulent pas qu'on appelle notre produit un lance-flamme, donc on a trouvé un nouveau nom pour notre produit. Il va s'appeler n'est pas un lance-flamme. J'ai trouvé ça marrant. C'est quand même en plus ça tombe le week-end ces tweets à chaque fois. mais il est très bon parce que j'ai l'impression qu'il fait ça sur son temps libre. Mais voilà, et il fait ça avec à une époque où on est en train de tout polisser et tout ça, il s'amuse beaucoup et avec une étonnante efficacité, parce que mine de rien, ça rapporte des sous, cette histoire de. Je crois qu'il y a un peu plus de 10 millions de. Ouais, donc ça lui permet de financer des trucs derrière. C'est vraiment pas con. Et je pense que quelqu'un marketing à l'ancienne aurait dit non mais t'es complètement fou. Mais il a très bien compris comment fonctionne le buzz aujourd'hui, les réseaux sociaux, et faire un lance-flamme, c'est juste génial, quoi. Pour faire parler de soi, pour faire vendre rapidement un produit avec une forte marge, parce que effectivement son produit c'est un chalumeau, c'est un truc pour faire des crèmes brûlées, c'est pas plus que ça. Il a juste un joli design, mais c'est bon, ça fait une flamme, c'est toujours dangereux une flamme, mais à ce moment-là, un chalumeau, oui, c'est dangereux aussi, mais c'est la même chose, quoi. Mais bon, c'est opération marketing réussie et, bon, après, c'est un Américain, marrante. Tu sais. Les Américains. Eh ben parlons un peu de japonais justement. C'est vraiment une brève, mais c'est quand même pour, on va lui dire, tirer un coup de chapeau. Kazirai, le patron de Sony, quitte son poste de PDG. Pour la petite histoire, il était arrivé à la tête de Sony en 2012, à une époque où Sony allait extrêmement mal. Et je sais pas ce que t'en penses, mais il a plutôt pas mal redressé la barre.
tant en termes d'image de Sony et même de produits. Je sais pas comment vous vivez offre Android. Non, nous on est sceptique parce que Sony c'était il y a 15-20 ans le leader des nouvelles technologies, précurseur, celui qui dépensait énormément en R&D, qui impressionnait de par ses produits, et ça sur plein de secteurs différents. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Sony est toujours présent. Quand tu vas sur leur stand de CES, tu dis waouh, ils ont des super bons produits audio, TV, ils ont des super smartphones. Mais en réalité, quand tu t'intéresses un peu plus au marché, Vaio, c'est plus chez eux, c'est des Chinois. Les télé Bravia, il y a la même discussion. En fait, leurs smartphones ne se vendent pas bien. Leurs téléphones, ils sont top techniquement parlant. Mais ils donnent pas envie. Ils ont disparu des radars en France sur les études. Enfin, on les voit très peu. Il y a certains modèles qui remontent des fois, mais sur les 100 modèles les plus vendus sur 2017, on a exclusivement du Huawei, Wiko, Samsung et Apple. Voilà, à peu près. Là où je suis plus mesuré que toi, c'est qu'il y a d'autres secteurs où d'ailleurs on les attendait pas, ou par exemple la photo ils cartonnent. La photo ils cartonnent, c'est vrai. Ils font des très bons produits. Photo et vidéo, caméra de ciné, etc. Ils cartonnent. Non, ils équipent même du Nikon. Ouais, bah bien sûr. Mais et puis le marché des puces, les capteurs photo, ils vendent les capteurs, mais pas que Nikon. Ils vendent les capteurs photo à absolument tout le monde. Ouais, à part Canon, et encore Canon a pris... Leur part de marché, elle est gigantesque. Ils sont leaders. Ou 50%, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont plus que leurs concurrents. Bien sûr. Bah après, t'en as quelques-uns, genre Toshiba et tout ça, qui font du capteur. Canon faisait encore ses capteurs, mais à mon avis, ils vont pas tarder à lâcher, puisqu'ils ont commencé à mettre du Sony dans certains appareils milieu de gamme. Au niveau du jeu vidéo, la PS4, quand même, mon bon monsieur, c'est pas mal. Non, mais tu cites les bons trucs. Tu cites les mauvais, je contrebalance. Non, je dis pas que c'est une catastrophe Sony, mais en tant que tu me poses la question, moi je suis plus smartphone et c'est difficile, c'est très difficile en smartphone. Oui, mais il y a un moment, monsieur Ulrich, c'est les chiffres qui parlent. Et ils ont dégagé 8500 milliards de yens, c'est-à-dire 62 milliards d'euros pour l'année fiscale en cours, en accouchant d'un bénéfice net de 482 milliards de yens, 3,5 milliards d'euros. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Par rapport à 2012 où ils crachaient de l'argent par tous les trous quand même. Hein, effectivement, il a voilà. On peut dire bravo monsieur merde, j'ai oublié son nom, monsieur Hirai. Kazirai. Mais il va partir. Voilà, non, alors il reste quand même au board, mais il va être remplacé par Kenichiro. Putain, les noms japonais c'est encore pire que les polonais pour moi. Kenichiro Oshida, son bras droit qui va le remplacer, mais lui il va rester quand même au board pour surveiller un petit peu que tout se passe bien. Ce qu'il a fait quand même d'intéressant au niveau de Sony, il a coupé des branches mortes. Tu parlais de Vaio, effectivement, ils avaient du mal avec les PC. Quelque part Sony c'était un peu perdu. Sony faisait tout, quoi. Là, ils se sont concentrés sur des produits où ils étaient bons, ou qui avaient des valeurs en recherche-développement intéressantes pour eux. Non, mais c'est des produits en plus qui sont intéressants parce que ils arrivent à... C'est des produits 360 degrés chez eux, tu sais. Ils sont sur la chaîne de valeur de façon très très présente du contenu jusqu'à la distribution du contenu, donc jusqu'aux utilisateurs, quoi. Donc ça, il y a très très peu d'entreprises qui sont aussi présente sur la chaîne de valeur. Ouais, puis ils ont pas disparu. Moi, je me souviens en 2012, on disait Sony, ça sent le sapin, et ils sont toujours là et quand même, ils ont des beaux succès. Moi, je suis très content de les voir dans le monde de la photo parce que ils réveillent un petit peu le monde de la photo qui s'était un peu endormi sur Canon et Nikon. Eux et Panasonic, ils filent des grands coups de pied dans le Non, mais les paris, c'est mort parce qu'on disait la console de jeu est morte. Bah non, en fait, c'est pas vrai. Ouais. Là, je lis la Switch va-t-elle tuer la Xbox et la PlayStation? Bon, en fait non. Non plus. Enfin oui, non, mais c'est toujours marrant les pronostics un peu définitifs de concertants. Ça fait du clic, quoi. Ça fait du clic. Rapidement également, c'est la guéguerre Apple Music, Spotify. Intéressant. Alors les chiffres concernent uniquement les États-Unis, mais c'est quand même intéressant. Apple a une croissance
beaucoup plus rapide que Spotify et a priori devrait avoir plus de consommateurs cet été. Que Spotify. Alors, c'est pas du tout le cas dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, non, c'est mais plutôt États-Unis, Spotify. c'est un peu spécial aussi. Déjà le taux de produits Apple est plus supérieur au reste du monde, mais c'est quand même intéressant. Apple garde son vernis et par rapport à d'autres concurrents directs de Spotify qui sont loin derrière, des Deezer et autres, c'est quand même Apple qui est arrivé, qui commence à souffler dans la nuque de Spotify quand même, et fortement. Ouais. Donc c'est intéressant. Moi, ça m'a fait dire un truc qui m'a fait bondir. Mais pourquoi diable Apple, du coup, son prochain HomePod, enfin là, ils avaient une occasion en or de faire un HomePod compatible Android. Avec Apple Music. Avec Apple Music, ils avaient une occasion en or. Non, ils vont faire un Apple Pod qui est quand même enfermé. Attends un petit peu. Qui servira qu'aux gens qui ont Apple Music. Je trouve ça naze. Non, mais moi aussi je trouve ça naze. Là, je conseille pas là de l'acheter maintenant, sauf non, si mais oui, ils vont le faire. Un passionné d'Apple. Attendons 1 an ou 2, voir comment le produit évolue, parce que on l'a fait le même. À l'époque de l'iPod, on a dit la même chose. Oui. Et l'iPod de l'iPhone aussi. Donc. Et puis, faisons notre mea culpa de Chroniqueur Tech, le nombre de fois qu'on a dit, mais qu'est-ce qui branle Apple? C'est quoi là, cette espèce de grand iPhone dont personne ne voudra, on n'en a pas besoin, quand ils ont présenté l'iPad ou, bref, ça, non, voilà. Mais après, c'est marrant parce que on peut déconseiller, je pense qu'il faut juste prendre du recul, on peut déconseiller un produit à sa sortie, l'achetez pas, attendez. Mais derrière, on peut avoir une vision différente sur le succès du produit qui est pas seulement lié à ce premier modèle et cette date de commercialisation, parce qu'on a tendance toujours à raisonner à court terme. C'est vrai que nous, on est beaucoup sur l'horloge des sorties, des nouveaux produits, de tout ça. Mais là où tu as complètement raison, moi je sais que de plus en plus, que ce soit en photo, smartphone, tout un tas de domaines, je prône la patience et acheter le produit de l'année dernière. Hein. Mais moi, je suivrai jamais ce conseil parce que je suis un early adopter. Mais oui, nous, c'est notre boulot aussi. Mais il faut que des gens comme nous se plantent pour que derrière, des gens achètent avec toutes les recommandations possibles. Ouais, enfin moi je sais que aujourd'hui, par exemple, l'iPhone que je conseille le plus, c'est l'iPhone 7. C'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui chez Apple. C'est pas l'iPhone 10 ni l'Apple 8, hein. L'iPhone 8. Hein. Ouais, moi jusqu'à décembre dernier, je conseillais Galaxy S7 chez Samsung ou d'autres produits comme ça. Ouais, c'est sûr. Il y a très peu de marques où on conseille le dernier produit. Il y a que par exemple des marques comme chez OnePlus où il y a un seul modèle où j'ai plus tendance à conseiller le dernier parce que souvent le rapport qualité-prix est quand même présent. Et sinon les autres marques, c'est vrai. Le prix d'accessibilité des early adopters est devenu très cher. Hein. Il faut avoir des poches profondes pour suivre les dernières tendances. Je pense aux gens qui ont dépensé 1 000 € pour un Galaxy Note 8, on les trouve à 600-700 aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est quand même une baisse sévère, ouais. Ouais. Je sais pas, heureusement il a pas eu de problème celui-ci, tu vois. Oui. Ils ont un peu flambé sur les prix, mais sinon c'est un autre débat. J'avais dit que j'arrêtais en 2018 les blagues sur le Note 7, mais désolé, je t'ai tendu une perche. Tu m'as tendu une perche que je me suis empressé de faire brûler d'ailleurs. Parlons un petit peu, et ça c'est peut-être toi qui va un peu nous aider sur qu'est-ce qui s'est passé avec les NEM. Désolé, hein, c'est effectivement la crypto-devise NEM, la plateforme japonaise Coincheck qui s'est fait braquer 500 millions de dollars envolés en une nuit manifestement. Comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment le plus gros crypto braquage de l'histoire? Et là, on rajoutera des news. Je viens de lire une news de ce matin, parce qu'a priori, le gouvernement japonais les avait prévenus que ça allait arriver. Donc, le gouvernement japonais est furax sur cette histoire. Ouais. Alors j'ai suivi l'affaire d'assez loin, mais c'est typique de n'importe quelle plateforme et crypto-monnaie qui du jour au lendemain explose. C'est que l'infrastructure et tout n'a pas été prévu pour une utilisation si massive, et il s'est passé du coup la même chose pour ces millions de dollars qui ont été envolés. C'est-à-dire qu'en gros il y a eu ce qu'on appelle un crypto braquage. Il y a eu une faille de sécurité qui était présente, et comme la plateforme est devenue de plus en plus populaire, il y a beaucoup de pirates qui sont intéressés à cette plateforme, et effectivement ils ont trouvé cette faille
ils ont volé l'argent. Et donc là, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc là, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs solutions possibles. On peut décider de hard forker une monnaie, c'est-à-dire de la cloner juste avant son piratage. Mais a priori, alors j'ai pas tout suivi, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils ont préféré essayer de traquer la monnaie perdue pour la récupérer. C'est ça, de la marquer en fait. Ouais. Donc voilà, il y a eu une négligence de sécurité qui a été importante. Mais elle est symptomatique d'un marché qui est en croissance fulgurante et avec derrière et avec très peu de régulation, c'est-à-dire un peu tout le monde peut être sur ce marché. Bah c'est aussi la valeur de la monnaie. Ouais, c'est la valeur de la monnaie, mais c'est aussi sa faiblesse. On va pas refaire tout sur. Non, là ce qui s'est passé, c'est vraiment une faille de sécurité sur une plateforme qui était au début sûrement utilisée par quelques milliers de personnes et ça marchait très bien. Puis elle est devenue populaire, elle a été utilisée par des millions de personnes et là la faille de sécurité elle a intéressé un peu plus de monde, donc derrière c'est plus la capacité à ces plateformes à réagir face à ce type de problème qui est intéressante que finalement le vol d'argent, même si c'est dommage qu'il y ait ça, mais c'est un peu comme dans les banques modernes et les anciennes banques où il y avait des cambrioleurs qui volaient qui volaient des lingots. Bah aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué d'aller voler une banque parce que déjà il y a très peu d'argent disponible, parce qu'il y a des systèmes de sécurité avancés. Enfin voilà. Finalement, on les voilà. Enfin, plateformes qui se protègent. Un demi-milliard, c'est quand même pas mal. Oui. 500 millions de dollars, c'est du joli braquage. Ouais, mais regarde, finalement, les braquages qu'on avait à l'époque sur les dollars aux États-Unis, etc. Enfin, finalement, on voit un peu les solutions qui ont été mises en place. Donc, par exemple, on balance de la peinture sur les billets, ça les rend. Oui, mais. Enfin, tu vois, je veux dire, finalement, c'est un peu comme le spray indélébile qui est balancé sur les billets de banque qu'on vole. Donc là, il y a des solutions. Moi, c'est plus la capacité à ces plateformes et à tous ces acteurs de réagir à des problèmes qui sont pour moi, qui sont pour moi qu'on peut attendre, qu'on peut attendre. D'autant plus, c'est ce que je disais. A priori, le gouvernement japonais était au courant de leurs problèmes, avait averti en disant attention. Là, en fait, il y avait un truc avec les cold wallets et les hot wallets, qui sont les manières de sécuriser ou pas. Je vais pas rentrer dans les détails des trucs. Et le gouvernement japonais avait prévenu largement que il y avait un problème quand CoinCheck, et manifestement CoinCheck n'a pas réagi à temps. On sent quand même, je suis d'accord avec toi, que la force des crypto-monnaies, c'est quelque part leur liberté. Comme je le disais dans une image poétique, les crypto-monnaies sont des Mustangs dans les plaines de l'Ouest, libres et qui courent sans barrière et sans contrainte et qui sont extrêmement performantes, mais qui peuvent aussi tomber dans un précipice du coup. C'est comme ça qu'il faut envisager les crypto-monnaies. C'est que quelque part le prix de cette liberté, c'est que les acteurs des crypto-monnaies, il n'y a pas vraiment de garde-fou. Si, on dirait pas jusque-là parce que la monnaie en tant que telle, elle est là, elle est censée être sécurisée et disponible et accessible. Mais, enfin, ça dépend des monnaies encore, faut pas tout confondre. Mais moi, je vois juste un marché qui se structure. On va en voir sûrement beaucoup d'autres, des problèmes comme ça. Mais ce qu'on voit derrière, c'est que les plateformes deviennent de plus en plus sûres. Oui, c'est une évolution. C'est quand même très jeune. Bah oui. Oui, pour une monnaie, ça. Alors oui, la première monnaie, on a ramassé un coquillage sur la plage et on a dit. Non, mais là, on parle d'un truc qui pourrait remplacer le système monétaire actuel. Ouais, et étatique, tu vois. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je crois fondamentalement à la technologie des crypto-monnaies. Après la situation actuelle, je suis beaucoup plus mesuré sur la situation actuelle, mais la technologie, pour moi, elle n'est absolument pas remise en cause par ce qui se passe. Mais on est dans une période très pionnière, effectivement. Il y a un côté, ça ressemble à la ruée vers l'or dans le Klondike, le côté un peu cow-boy. Je reviens sur mes Mustangs dans les plaines de l'Ouest. Non, mais c'est vrai que j'en parlais, c'est ça. C'est vrai cambriolage. Et n'oubliez pas que ceux qui ont fait fortune, c'est les marchands de pelles, à la ruée vers l'or. C'est pas ce qu'on disait, mais les marchands de pelles, pour moi, c'est plus les fonds
vendeurs aujourd'hui, mais bon, qui vendent leur carte graphique. Oui, ah bah oui. Bah c'est des news que j'ai pas mis, mais c'est pas un hasard si Samsung lance une catégorie de processeurs dédiés au minage. Hein. Ouais, c'est pas les seuls, hein, mais c'est en tout cas, on vous informe en temps réel. Il neige, mais magnifiquement là sur Paris. Ah, ça va être violent. Je vais mettre les moon boots. Ah, ouais, très très belle neige là sur Paris. J'adore. Je vais aller faire des photos. Météo en direct. Vous ne le verrez pas parce que on sera diffusé après, mais c'est pas grave. Ça devrait durer 2-3 jours. Ah ouais. Bon, en attendant notre émission, faut pas qu'elle dure 2-3 jours. J'ai enlevé quelques articles parce que sinon on n'arrivera jamais au bout. Il y a pas falloir, voilà. Ouais, on va pas traîner. Alors j'en ai gardé 3 pour finir très rapidement parce que je voulais ton avis là-dessus. L'histoire de Logan Paul, le YouTuber qui a filmé un suicidé dans la forêt japonaise, qui est, on va dire, l'ultime bad buzz de la longue série noire concernant YouTube, a fait une vidéo, on va dire, de mea culpa, d'excuses, s'est fait aussi interviewer, mène une grande campagne de RP pour faire son retour. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as vu cette vidéo? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai vu en partie, j'ai vu aussi un peu l'interview Good Morning America en partie, j'ai vu des morceaux. Moi c'est intéressant. J'ai plus l'impression d'un gosse qui devient adolescent ou d'un adolescent qui devient un peu adulte, mais c'est un peu maladroit à la fois, puis en même temps il a fait ce qu'il fallait faire à sa place, c'est-à-dire une grosse excuse, bien visible, parce qu'il s'est rendu compte que du jour au lendemain il y avait des millions de gens qui le détestaient et qu'avant ces gens-là peut-être qu'ils existaient, mais ils le disaient pas. Et au fort, ils n'avaient pas une raison principale de parce qu'on le rappelle, hein, ses fans, en tout cas son cœur de fan, ne s'est pas offusqué de la vidéo. C'est plus, on va dire, l'opinion publique qui s'est choqué de ça. Si on en parle, parce que Logan Paul, on en a, et toi et moi, je pense absolument rien à foutre. On est clair là-dessus. Non, on a notre Squeezie national, nous, on n'a pas besoin de... Ouais, mais, franchement, je les comparerais pas. Attends, Squeezie, il est très très bien. Ah, il est bon, hein. Il fait le même métier. Il a pas toujours été bon pour moi, Squeezie, mais en ce moment, il est bon. Non, mais il fait le même métier. C'est juste que. Oui, il fait le même métier, tout à fait. Avec du bon sens. Peut-être plus de bon sens, même si ça lui arrive de faire des erreurs. Ouais, sur l'histoire de Logan Paul, je suis un tout petit peu plus cynique que toi. Pour moi, c'est il est mature, en fait. Je pense pas c'est un malin. Son frère aussi, c'est un malin. Quelque part, ils ont fait leur notoriété sur des bad buzz. Alors peut-être qu'il a poussé pour lui un peu le bouchon trop loin. On va voir comment il revient. Mais moi j'ai le pronostic qui va... et d'ailleurs ça a l'air de se confirmer. Il a mis sur Instagram une photo. Je suis allé faire du parachutisme. Mon parachute principal ne s'est pas ouvert. J'ai dû utiliser le parachute de secours. Ça ferait juste après la vidéo où il a montré un suicidé. Moi aussi, j'ai frôlé la mort. Enfin, j'ai un peu. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai pas vu la vidéo du quoi. suicidé. Mais j'ai vu quelques extraits de ces vidéos au Japon. Je connaissais pas le bonhomme. Et je me suis dit, mais attends. Il y a ça sur pour YouTube. Moi, c'est digne d'un jeune qui se fout du monde entier, avec un ego trip énorme. Oui, mais ça marche. Ça marche. Oui, ça marche auprès de jeunes parce qu'ils disent il fait mais des choses. Mais quand tu dis que ça marche auprès de jeunes, là revenons à l'argent. Aujourd'hui, le cœur de YouTube a entre 8 et 13 ans. Si tu touches les 8-13 ans, c'est jackpot. C'est la ménagère de 30 ans de la télé. C'est là où tu vas faire des gros chiffres, des grosses audiences. Ménagère, on dit plus, hein. C'est interdit. Je sais, c'est interdit. C'est péjoratif et tout. On n'en parle plus, quoi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Le profil, l'archétype de la personne qui regarde YouTuber entre 8 et 13 ans. Et c'est là où je l'ai trouvé très hypocrite, notamment dans son interview de Mea Culpa. Parce que quand le journaliste, qui lui sert bien la soupe, lui dit tu sais quand même que les parents tu fais des vidéos pour les enfants, et là Logan Paul qui lui dit mais tu sais, moi j'ai 22 ans, je pense pas forcément que je fais des vidéos pour les enfants, je fais des vidéos que moi j'ai envie de voir. Et là j'ai dit menteur, t'es un YouTuber, et tous les YouTubers, et j'en suis beaucoup plus petit avec des bretelles, on a les yeux rivés sur nos métriques, elles sont hyper précises. Moi je peux te dire
dire exactement quelle est la tranche d'âge qui regarde le plus mes vidéos. Donc là, il faut... c'est pour ça, il y a 2-3 mensonges dans son interview. J'avais trouvé que la vidéo était bien, la vidéo de Mea Culpa, que c'était pas assez, mais c'était bien. Mais par contre, son interview au Good Morning America me fait dire quand même... Non, mais après peut-être qu'il se protège, hein, tout simplement. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses derrière qu'il craint, peut-être des procès, j'en sais rien, il se protège. Je pense que c'est aussi des conseils qu'on lui donne. Oui, mais je pense qu'il est très très bien conseillé. C'est pour ça que je pense que il a toute une équipe derrière lui, hein, de spin doctor. Hein. C'était marrant à regarder, mais je pense que dans un an, on aura totalement oublié ça. Mais... Ah, à voir. Ça sera que, bien, tiens, on donne rendez-vous tech. Rendez-vous dans un an. Que sera devenu Logan Paul? Logan, pour moi, ce sera plutôt qu'un acteur un personnage de film, de cinéma. Ce sera revenu ça et ça sera très bien. Ah ouais. Allez, 2 dernières choses. Le DJI Mavic Air, qu'est-ce que t'en penses comme produit? Moi, DJI, c'est le leader du marché. Je crois qu'ils ont plus de 60% de part de marché, voire beaucoup plus. Donc, c'est le leader, quasiment incontestable du marché des drones. Ils ont que des produits top, de l'entrée de gamme, donc du grand public, avec le Spark, avec un produit autour de 600 €, jusqu'à des produits très haut de gamme qui permettent d'équiper des caméras professionnelles. Donc c'est aujourd'hui la marque incontournable des drones. Et là, ils ont annoncé un produit qui permet, je pense, s'adresse au grand public, c'est le Mavic Air. Donc il reprend le nom Mavic comme le Mavic Pro, qui est un produit autour de 1000 €, je crois, 900 €, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Ouais, qui est compact, mais pas autant que le Spark, et qui a des capacités vidéo et techniques un peu au-dessus, une autonomie plus importante. Et là, il présente le Mavic Air, qui est entre les deux. Voilà, il est entre le Spark et le Mavic Pro. Par certains aspects, quand même, le Air est supérieur au Pro. Quel aspect, du coup? Les caméras à l'arrière, par exemple. Détection de mouvement. Il est plus évolué. Il a une autonomie qui est moins importante. De 2-3 minutes, hein. Non, je crois que c'est 30 minutes pour le Mavic Platinum, et là on est à peu près à... Ah oui, avec le Platinum, oui, d'accord, peut-être, ouais. Et le Spark, c'est 16 à 20 minutes. Ouais. Oui, t'as raison sur l'autonomie. Mais par exemple, après, en termes de caméra, oui, sur le second semestre. Oui, je pense aussi. Mais là, on a une gamme effectivement très complète. Après, on verra, mais je suis pas persuadé que le Mavic, dans son design Pro et Platinum actuel, survive. Je pense que le DJI Mavic Air est là pour remplacer le Mavic, mais on verra. On verra parce que... Je sais pas. Après, je trouve qu'elle est bien, la gamme, là. Le Mavic Pro, ils le mettent à jour avec quelques petits trucs supplémentaires. Ils ont une belle gamme. D'ailleurs, moi qui étais plutôt dans le public Spark, je pense cible Spark. Là, j'étais plus tenté par le Mavic Air. Mais moi-même qui ai le Phantom 4, où là la caméra est bien meilleure, etc. Ça me fait flancher parce que le Phantom 4, il faut le trimballer. Hein. Non, mais c'est comme le Reflex et l'hybride et le smartphone. Ouais, voilà. C'est pareil. Le Reflex, tu fais des très belles photos avec. T'as des canons, tu connais très bien, puis tu le prends pas parce qu'il est pas pratique. Non, mais c'est ça. Moi, je me vois pas partir en vacances avec un Phantom 4. Je me vois bien partir avec un Mavic Air, ça c'est évident. Non, je pense que le form factor actuel du Mavic Pro, peut-être qu'ils vont arriver à mettre une aussi bonne caméra que le Phantom, et la gamme Pro ressemblera au Mavic actuel. Mais c'est évident. Parce que il y a aussi toutes les législations, ça leur permet, avec ces poids de drone là, a priori, bon, même si la loi en France elle est en train de passer, mais a priori ils restent dans la catégorie jouet, quoi. Donc ça leur évitera d'avoir trop de problèmes au niveau de la vente, parce que le Phantom 4, par exemple, il est trop lourd pour être dans la catégorie amateur et jouet. Hein. Mais le Mavic Air, elle est super. Je vois le prix de 850 € avec une batterie, avec la radio-commande intégrée, les paires d'hélices, les protections d'hélices. Enfin, il y a aujourd'hui... Après, le problème, c'est où est-ce qu'on les fait voler. Mais ça, c'est un autre débat. Ah, c'est un autre truc. Mais les gens, ils se débrouillent. J'ai vu des gens... on a quelqu'un... Omar, par exemple, les journalistes Frandroid est parti avec un Spark au Japon. Ouais.
Il a volé dans des endroits où il y avait personne. Il a fait. Franchement, il s'est fait une petite vidéo retour. Elle est sublime et bon, voilà, faut bouger un petit peu. C'est vrai que quand on reste en ville comme ça, on voyage peu, et quand on voyage, on va dans des grandes villes. Bon, ça a aucun intérêt, mais dès qu'on va un petit peu à la campagne, à la montagne. Ce qu'on aimerait juste, moi je dis en étant débutant en vol de drone, moi j'aimerais juste que les règles soient précises. Le problème c'est que c'est flou et du coup on sait pas bien si ce qu'on fait ça va ou ça va pas quoi. On le sait parce que sur le Spark, moi à chaque fois que je le fais voler, il y a écrit tu dois pas voler là, et puis je dis ok. C'est un peu comme quand tu vas sur un site web en disant bon, ce site il va te piquer tous tes cookies, t'es ok, vas-y. Ouais. Le problème c'est que pour l'instant la législation fonctionne pas. Ouais. Le problème c'est que les plans, ils essayent, mais il faudrait que DJI et les plans de vol des gouvernements soient exactement les mêmes, tu vois. C'est assez proche quand même. Moi j'ai bien regardé, il y a des endroits où DJI te dit c'est bon, tu peux y aller, tu peux décoller, et si tu regardes la carte de l'aviation civile, il dit non, tu vas pas là. Hein. Il y a des zones d'ombre, surtout autour de Paris. Hein. C'est pas évident d'ailleurs. Tu peux imaginer ce petit drone comme un drone qui est capable de voler à 2-3 mètres pour pouvoir faire des captures de photos en famille, avec des amis, de moments. Donc ça devient un petit peu le petit selfie compagnon. Drone quoi. Ouais, mais paradoxalement c'est presque plus dangereux un drone que tu mets à 2 mètres qu'à 20 mètres. J'en parlais avec quelqu'un, le côté drone jouet aussi, même les petits drones, ça peut être aussi dangereux qu'un Phantom 4, même plus parce que parfois c'est moins. C'est dans le vent par exemple, c'est moins maniable qu'un drone plus puissant. Ouais, mais attends, j'ai fait voler en Bretagne avec un vent fort, le truc même à 50 mètres, il tient bien, c'est hallucinant. Ouais, la pile elle s'use plus vite, mais. Ouais, sauf si tu mets des modes sportifs dessus et que les gens désactivent ou que le truc se désactive, parce que c'est tout le problème. Hein. On devrait pas avoir des modes sport désactivables avant d'avoir un brevet ou ce genre de choses. Bon, on est en train de refaire le monde sur les drones, c'est passionnant, mais. Si, t'as raison. Allez, on termine juste pour parler du prochain film et dernier film. Enfin non, je crois qu'il est déjà sorti. Le film de Steven Soderbergh, qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est entièrement tourné à l'iPhone. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport à Michel Gondry, qui a aussi fait un film avec l'iPhone, mais qui était payé par Apple pour le faire, ou par rapport au fameux film Tangerine, qui a été fait il y a 4-5 ans, je crois, non, 4 ans, qui a été fait à l'iPhone, mais pour des contraintes budgétaires. Là, Steven Soderbergh a vraiment choisi l'iPhone pour ses qualités visuelles en tant que caméra de cinéma. Donc, moi, j'ai vu beaucoup d'articles disant on va remplacer toutes les caméras de cinéma par des smartphones bientôt. Révolution dans le cinéma. Alors, je sais pas, t'as lu ça, mais oui. Pas vous, mais j'ai vu quelques articles de blog. Tout de suite, ça. Non, mais il y a des gens qui sont capables d'écrire ça. Mais... alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que j'ai des précisions depuis. Il a utilisé l'iPhone 7S. Oui, le 7 Plus, pardon. Des iPhone 7 Plus avec Filmic Pro, qui est une application qui permet de filmer en flat et tout ça. App utilisée par la plupart des... Et moi qui utilise le même combo avec l'iPhone 10 et Filmic, dans la plupart de mes vidéos, il y a des séquences qui sont tournées à l'iPhone. Et à côté de ça, j'ai un GH5. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, GH5, je l'ai pas toujours dans ma poche. Et même pour certains plans, j'ai des rendus qui sont meilleurs avec un smartphone qu'avec un GH5. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est bien pour certains plans, et la manière de filmer de Soderbergh, regardez ses films, Sexe, mensonge et vidéo, et tous les autres, c'est quelqu'un qui filme avec un rendu avec des très grandes profondeurs de champ. Il utilise très peu le côté esthétique des caméras où on filme avec des faibles profondeurs de champ. Mais après, tu peux même mettre des petites optiques sur l'iPhone pour. Oui, mais ça, non, tu peux pas vraiment recréer ça. Il y a une question de taille de capteur, qui est taille de capteur et d'optique. Oui, bien sûr, mais bon. Tu pourras. Après, c'est savoir si les 5 à 10% de différence, elles sont utiles ou pas. Je peux te dire, en tout cas, dans la technologie
technologie actuelle du smartphone, on n'arrivera pas à faire comme des caméras de ciné ces effets de faible profondeur de champ. Il faut jamais dire jamais, parce que les scientifiques... Mais moi, c'est pas la faible profondeur de champ qui me gêne, c'est plutôt les capacités du capteur en faible luminosité qui sont encore très, oui, mais très ça, limitées. au cinéma, t'es clair. Je veux dire, non mais ça c'est un faux problème, la basse luminosité, ce qui me fait toujours bondir. À moins de filmer de l'urbex, genre je visite des trucs la nuit, et j'ai rien pour m'éclairer. Je veux dire, la moindre fiction qui veut tourner une scène de nuit, enfin la nuit américaine, on a inventé ça depuis longtemps. Oui, tu joues avec des lumières. C'est alors ça se fait. Ouais, mais t'as du bruit, t'as quand même du bruit. Bah non, si t'as éclairé, t'as pas de bruit. Non, mais t'as du bruit dans les zones d'ombre. Il y a des deltas entre les zones sombres et claires. Ouais, mais là, honnêtement, les ça se voit directement en fait. Oui, mais les smartphones ont fait d'énormes progrès là-dessus, hein. Et c'est tout à fait. Il y a encore une différence, quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu filmes, par exemple, avec Filmic Pro et qu'on a des profils beaucoup plus flats, en fait, on va éliminer le bruit, mais on le ferait aussi avec une caméra de cinéma, hein. On va traiter le bruit en post-prod. Là, toi, tu raisonnes encore comme quelqu'un qui filme ses vacances avec l'appli de base de son smartphone, où là, tous les calculs sont faits par ton smartphone. Mais il faut savoir que dans les caméras de cinéma et les smartphones, si on les utilise pour faire du cinéma, énormément de calculs sont faits, en fait, par des machines derrière, notamment les denoisers pour enlever le bruit. Ouais, évidemment. Donc, c'est pas un problème majeur, pour filmer. Moi, j'ai vu des séquences du film, regardez le. On voit bien, il a filmé ça à des très grandes profondeurs de champ. Je trouve que l'image, elle a une certaine esthétique, c'est bien, et ça me surprend pas. Donc oui, pour certaines séquences de film, on peut utiliser des smartphones ou un certain style de film. Ça veut pas dire qu'on peut tout faire avec un smartphone. On en est loin. Ça veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais, mais on en est loin encore. Mais on y arrivera peut-être. Voilà. Ouais, c'est toujours ces 5 à 10%, on parle, à voir s'ils sont nécessaires ou pas, ça dépend du résultat qu'on a envie d'obtenir, etc. Mais je pense que pour 95% des usages, effectivement, le smartphone est... Ah oui, c'est suffisant, quoi. Et mais tout à fait, largement suffisant. Et il faut pas dire qu'on n'arrivera jamais à des qualités de réflexe avec un smartphone, parce que quand je vois certaines recherches, on sait pas. Et il y a des trucs qu'on voit aujourd'hui sur smartphone, il y a 2-3 ans, je t'aurais dit c'est pas possible. Ouais, moi j'ai vu je me suis beaucoup intéressé au L16, le Lite 16 là. C'est ça? Lite 16 ou... Tout à fait. Ouais, c'est 16. Il avait 16 caméras à l'arrière sous Android là. Bon, le résultat est moyen, mais ils ont touché quelque chose, quoi. Oui, mais ça progresse. Et là, ils travaillent sur des optiques. Là aussi, je pourrais en parler pendant des heures. Mais ils travaillent sur des optiques miniaturisées, parce que jusqu'ici, il y a la limite physique de la taille de l'optique. Mais ils sont en train de travailler sur des optiques miniaturisées qui, par des jeux de prismes, vont reproduire les effets de très grandes optiques, en fait. Donc, il y a des trucs de ouf qui se passent. ça va être même le titre de cet épisode. Il y a des trucs de ouf qui se passent. Mais là, c'est dommage parce qu'on a parlé des résultats de grandes entreprises pendant 20 minutes. C'est pas là où il y a des trucs de ouf qui se passent. Ah si, quand même. Ouais, il y a de l'argent, quand même. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission fleuve. Comme d'habitude, j'avais prévu un petit peu trop de sujets. On a dû en enlever un petit peu. Mais c'était bien sympathique de pouvoir présenter ça avec toi. On espère que Patrick va être content de son remplacement et qu'il va pas lâcher le bébé. D'ailleurs, t'avais oublié quelque chose dans le tableau, je sais pas si t'as vu. Il y a écrit « Patrick vous fait des bisous ». Oui, il nous a écrit il nous a écrit pendant l'émission, tu vois, juste pour nous perturber. Pendant qu'on présentait, je l'ai vu taper « Patrick vous fait des bisous. Et je lui ai répondu bisous d'ailleurs. J'ai vu. Donc Patrick est là, il nous écoute et il nous surveille. Ulrich, juste pour ceux qui t'ont peut-être découvert dans cette émission, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Ouais, moi je passe principal de mon temps sur Twitter, donc Ulrich Rosier. Vous pouvez aussi retrouver quelques papiers à moi sur Numérama et Frandroid, même si j'ai très très peu de temps pour écrire maintenant, parce que il y a 25 personnes à gérer, quoi. Bah oui, ils écrivent à ta place. C'est une grande famille. Ouais, des gens qui écrivent très très bien. Ils écrivent pas vraiment à ma place, mais ils font très 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 bien le boulot. Et ils le font même mieux. C'est aussi l'objectif d'une boîte. Bien dit.
Mais voilà. Du coup, moi, je suis sur Twitter, je m'amuse. En ce moment, je m'amuse à quoi? Je suis en train de tester un vidéoprojecteur à courte portée. J'ai remplacé ma télé 4K, donc ça, on pourra en parler une autre fois. Et je me suis monté un petit rig de crypto-monnaie avec 3 GPU ce week-end. Là, je me suis bien amusé. Et, et ça voilà. C'est pas vraiment pour gagner de l'argent, même si j'en gagne un peu. C'est plutôt pour m'amuser. Et là, pour le coup, c'était vraiment fun à faire. À suivre. Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et également dans mon émission matinale tous les matins de la semaine, TechScope, qui est sur une chaîne YouTube secondaire, mais vous la trouverez facilement. Elle s'appelle Nowtech Live. Et le Twitter, c'est Jérôme Kenborg, Keynborg. Je sais pas quand Patrick revient, mais je pense qu'il revient à la prochaine émission. Je suis pas sûr, on verra, peut-être qu'il y aura d'autres remplaçants. En fait, je suis au courant de rien. Je suis juste venu pour le remplacer aujourd'hui. Je crois qu'il est pas encore prêt, son gamin, non, c'est ça? Hein? Son gamin n'est pas encore prêt à participer. Non, mais je pense qu'il va subir un stage intensif et dans 2-3 émissions, on devrait entendre les premiers heureux. Et puis après, il pourra faire dans une vingtaine d'émissions ses premières analyses. Ouais, et dans 30 émissions, il vire son père et il reprend la boîte. C'est marrant. Voilà. Allez, on vous dit au revoir à tous. On vous dit à très très bientôt et encore merci à toi, Ulrich, de m'avoir accompagné dans cette émission. Ciao tout le monde. Ciao. Bye bye. Ok, enregistrement lancé. Bonjour à toi Patrick et félicitations pour le ptio. Je fais des petits messages perso à Patrick.